Précurseur avec Siri, Apple nous promettait une révolution avec son assistant vocal. Force est de constater que 12 ans après, nous sommes à des années-lumière du Jarvis d'Iron Man. Apple, mais aussi Amazon avec Alexa ou encore Google Assistant n'ont d'intelligence artificielle que le nom. Lenteur à répétition, exploitation des données personnelles, risque d'espionnage, des critiques fusent. Alors peut-on innover au registre des assistants vocaux? Débat en compagnie des équipes de développement de Sonos Voice Control, un assistant vocal développé en France et qui préserve vos données personnelles. Et bonjour à toutes et à tous, vous regardez On refait le Mac alias ORLM. Très heureux de vous retrouver pour notre débat tech hebdomadaire. Merci pour votre fidélité et n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube. On a beaucoup d'abonnés sur podcast, on voudrait avoir beaucoup plus d'abonnés sur YouTube. Et puis un salut particulier aux membres du club ORLM. Vous savez, c'est la version premium de notre chaîne YouTube. En vous abonnant, vous soutenez ORLM et ses équipes. Et en contrepartie, l'émission est accessible rien que pour vous en direct. 24 heures en avance, vous pouvez poser des questions en direct. Laurent est là pour ça, pour les récolter sur le chat de YouTube. Échanger avec l'équipe au quotidien via un chatroom sur Discord et venir ici au village by CA à Paris, assister à des enregistrements aux coulisses. Vous verrez, c'est très sympa et boire un petit coup avec nous. Toutes les infos sur notre chaîne YouTube ou en scannant le QR code que vous avez vu passer à l'écran. Avec comme invité spécial cette semaine, Joseph Duro, qui est le VP Voice Experience chez Sonos. Bonjour. Bonjour. Ça va bien, Joseph? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tu es avec ton équipe à l'origine de Sonos Voice Control, on l'a dit, un assistant vocal de nouvelle génération intégré aux enceintes de la marque. Et il se veut plus rapide et surtout, vous garantissez ce qu'on appelle la confidentialité des données, hein, c'est ça? Exactement. C'est vraiment le mantra de Private by Design, c'est vraiment le mantra de la philosophie d'aujourd'hui de cet assistant? Le respect des données personnelles, ouais, effectivement, c'est un des soucis principaux auxquels on a fait attention dans le développement. Donc, le respect de la vie privée, c'est une chose. C'est aussi la qualité de l'expérience qui était importante pour nous. Donc, ce qui différencie Sonos Voice Control du reste, c'est que c'est spécialisé pour la musique. Donc, tous les autres assistants dont on a parlé font plein de choses. Là, c'est la musique en premier lieu. On va en parler. Donc, pour bien comprendre, l'assistant est embarqué dans l'enceinte et les requêtes ne partent pas sur le cloud, contrairement à ma copine Alexa à côté ou encore le HomePod à l'autre extrémité. C'est l'intelligence intégrée de l'enceinte qui fait tout le boulot. Et effectivement, les données ne risquent pas d'être exploitées puisqu'elles restent dans l'enceinte. Complètement. À vos côtés, Joseph, comme chroniqueur en plateau, notre spécialiste de l'intelligence artificielle, Laurent Vantanach. Bonjour Laurent. Bonjour tout le monde. C'est un sujet sur mesure pour toi ce soir. Alors c'est un sujet sur mesure. J'aime beaucoup en plus. On en a parlé avant l'émission. La boîte qui est à l'origine de ça. Donc on avait pas mal de liens historiques avec des membres de cette équipe et je trouve ça très bien. C'est une boîte française. On va en parler dans un instant. C'est génial que ce produit original, parce que dans l'univers de l'intelligence artificielle, ils avaient fait un choix qui était atypique. Tout le monde disait, on le fait dans le cloud, c'est plus facile, c'est plus simple. Et du départ, cette société avait eu cette approche un peu originale, très différente des autres, et finalement ça a payé parce que... On appelle la French Touch. Je ne sais pas si c'est la French Touch ou pas, en tout cas, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a eu cette approche, puis eux ils ont eu le courage, ils ont perduré, et je dis bravo. Alors on ne veut pas dévoiler la conclusion de cette émission, mais on va voir que c'est certainement un créneau d'avenir. En duplex, le génialissime qui intervient dans mon script pour se mettre des qualificatifs différents chaque semaine, monsieur Christophe Degrave de Underside. Bonjour Christophe. Le popissime. Bonjour à tous. Le popissime. Il a changé, moi j'avais écrit le popissime. Non, il est mis génialissime. Moi, j'en peux rien. Tu vois, c'est un peu comme les boxeurs qui rentrent sur le ring. En fait, il y a à chaque fois des qualificatifs. En fait, donc c'est la même chose pour les chroniqueurs. Et effectivement, je suis super content d'être là avec vous aujourd'hui pour parler d'intelligence artificielle, de réseaux de neurones, un petit peu forcément de musique, de domotique. Donc ça va être vraiment au top. Et puis tu inaugures les magnifiques goodies dont On refait la pop. On refait la pop, c'est l'émission que tu animes chaque semaine sur la chaîne, chaque semaine, tous les mois sur On refait le Mac. Et il y a un nouvel épisode qui est arrivé cette semaine. Exactement, un nouvel épisode de On refait la pop qui est dédié à Street Fighter, le jeu vidéo, le film. En tout cas, ça a changé, ça a bouleversé toute l'équipe de la pop culture avec des Shoryuken, des Hadouken, etc. etc. Donc, et en plus de ça, dans cet épisode, je raconte un truc mais super privé à mon propos. Ouais.
qui est le fait que comment j'ai perdu ma première petite amie. Et ça, je pense que ça peut être intéressant pour pas mal de viewers. Et shame on you, Christophe Zograve. En duplex, Damien Douany, notre éclaireur du numérique et chroniqueur sur BFM Business. Bonjour Damien, ça faisait longtemps, ça fait plaisir de te revoir. Mais oui, ça fait comme ça, mais ça fait plaisir effectivement de vous revoir aussi. Vous comprendrez pourquoi les étagères vides derrière moi, c'est qu'en fait je déménageais ces derniers temps, mais j'ai quand même réussi à retrouver une connexion internet et surtout mon super t-shirt ORLM. Voilà, n'oubliez pas, il y a des goodies, voilà, très très important. Voilà, ouais. Ça je ne l'ai pas oublié dans le déménagement. Et je suis très heureux de vous revoir, surtout pour cette émission d'aujourd'hui, parce que j'avais vraiment envie d'en parler de cette nouvelle assistant construit. On va en parler sur effectivement à la base d'une techno française que j'avais suivie à l'époque, et je trouve l'approche vraiment vraiment originale, et je me dis que c'est intéressant de regarder ce qui va se passer là-dessus. Donc très heureux de pouvoir échanger avec vous. Voilà, et vous êtes nombreux à nous demander où c'est qu'on trouve les goodies, les t-shirts, tout simplement sur la chaîne YouTube, vous verrez, il y a le lien également. Tout est en détail dans la description. Beaucoup de promesses donc faites lors de l'émergence des assistants vocaux, on l'a dit dans le sommaire, hein, et aujourd'hui pas mal de déceptions forcément, hein, c'est le thème de notre sondage. De la semaine, la question était: que reprochez-vous aux assistants vocaux? Il y avait 4 réponses possibles. Leur manque d'intelligence, 63,8%. Leur manque de réactivité, 13,2%. Ils exploitent vos données, 8,4%. Et ils vous espionnent, donc c'est assez lié quand même, 14,7%. Il y a quand même presque 23% ou 24% des gens qui, vraiment, la confidentialité des données, ça les touche particulièrement. Regardez, beaucoup de réactions, énormément de réactions concernant cette émission de Warit Archaoui, c'est comme ça qu'on dit, hein. C'est un collègue à toi, Laurent. La case manque d'intelligence devrait être séparée en deux, à mon humble avis. D'abord, ne pas comprendre. 2, mal réagir en tant que frimeur et expert. Je sais que définir l'intelligence n'est pas une mince affaire. Autre réaction de Sébastien Page, la team ORLM pour maîtriser les nombreuses possibilités d'un assistant vocal. J'ai l'impression qu'on doit connaître et apprendre une longue série de commandes. On en parlera dans un instant avec Joseph. Ne les connaissant pas bien, on sollicite donc très peu l'assistant. Cela me paraît pas encore assez intuitif. Autre réaction de BAP sur Twitter. Pour moi, le problème, c'est la fiabilité. Même pour les requêtes simples, ce n'est jamais sûr du résultat. Cela peut être à cause de la formulation ou bien de la connexion réseau. C'est dommage car j'en demande pas beaucoup. Je pense qu'il fait référence à Siri notamment. Autre réaction de Stéphane Ferré. J'attends d'un assistant personnel, c'est de pouvoir réaliser de véritables actions qui tiennent compte du contexte. C'est ça où on attend vraiment les progrès, hein, en termes d'assistant vocal. Je suis déçu de voir qu'en 2022, il est encore compliqué depuis l'iPhone de faire des actions comme gérer des fichiers dans Files ou acheter des places de cinéma. Et c'est bien vrai. Et enfin, dernière réaction de Le Geek. Pas de Big Brother, même si je ferais plus confiance à Siri qu'à Google. Voilà, là, c'est vraiment le fonds de commerce de Sonos et de Voice Control. Donc, autant de critiques envers les assistants vocaux qui ont poussé Sonos à développer son propre assistant avec une philosophie totalement différente. Je propose une petite interview. Alors Joseph, on va essayer de dévoiler les secrets de Sonos Voice Control aujourd'hui. On l'a vu, toutes ces critiques formulées ce soir sur notre compte Twitter, c'est ce qui a poussé Sonos à lancer son propre assistant, en fait. J'ai l'impression, en tout cas. Oui, pas mal. C'est 2 choses. C'est d'une part, pas que réagir aux remarques négatives, c'est déjà le fait d'avoir confirmé que la voix, ça avait une valeur. Donc ce qu'a observé Sonos, c'est que quand on prend un utilisateur qui découvre la voix et qui y adhère, il va écouter beaucoup plus de musique, donc 30% en moyenne. Donc c'est vraiment... D'accord, donc ouais. Il y a un intérêt en termes de... Il y a un intérêt pour l'utilisateur, pour Sonos, pour les fournisseurs de contenu, c'est assez clair. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a plein de situations où on n'a pas forcément moyen de sortir son téléphone et de lancer la musique. Quand on peut le faire à la voix, c'est beaucoup plus direct, ça rentre dans nos habitudes, on le fait facilement, on le fait spontanément. Les enfants le font aussi, enfin, tout le monde peut le faire à la maison, il y a une barrière à l'entrée qui est plus... Donc pour un fabricant d'enceinte, de proposer une fonction, que ce soit son propre assistant ou une autre, c'est vraiment indispensable aujourd'hui parce que c'est un usage qui se développe à vitesse grand V. Ouais, c'est indispensable et puis c'est effectivement un vecteur de croissance et d'amélioration de la relation entre l'utilisateur et la marque et les produits. C'est justement, ça devient beaucoup plus spontané, beaucoup plus direct. Au-delà, Joseph, on en a parlé au début de l'émission, vous avez constaté que beaucoup de vos utilisateurs d'enceintes qui étaient connectés, qui avaient la possibilité d'avoir Alexa, Amazon ou encore Google, ont choisi de ne pas activer l'assistant vocal malgré tout. Oui, c'est ça. Donc d'une part la valeur, et d'autre part le constat qu'il y a plein d'utilisateurs qui vont pas allumer les assistants. Avant l'arrivée, c'est quoi, 40%, c'est ça ? C'est un peu plus de la moitié qui ont un micro et qui, dans certains cas, Sonos a une gamme où, dans certains cas, c'est le même produit avec et sans micro. Et même dans ce cas-là, il y en a qui achètent un produit avec micro, mais qui ne vont pas l'allumer parce que finalement, ils ont
pas confiance par rapport au respect des données personnelles. Et ça, c'est pas juste moi qui le dis, on a fait des sondages dans les utilisateurs Sonos, et c'est vraiment l'argument numéro 1. Pourquoi il n'y a pas d'assistant alors que votre produit a un micro ? À cause des données personnelles. Ouais. Et aujourd'hui, donc le système est arrivé, je ne vais pas dire bêtise, avant l'été aux États-Unis, il est arrivé dans la version française juste avant Noël. Exactement. Est-ce que ça a permis à des gens qui n'avaient pas activé le micro de le faire en classe ? Est-ce que vous avez vu un pic de connexion ? Ouais, c'était un peu le pari. Est-ce que les gens allaient juste trouver qu'Alexa était mieux, puisque Alexa fait plus de choses, mais on les fait différemment. Donc d'une part, ça c'était une question, mais l'autre c'était est-ce qu'on allait amener des gens à la voix qui aujourd'hui jusque-là étaient réfractaires ? Et c'est le cas. On a à peu près la moitié des utilisateurs de Sonos Voice Control, qui sont des utilisateurs qui par ailleurs n'avaient jamais installé un assistant vocal sur leurs enceintes Sonos. Donc c'est en train de marcher. Voilà. Bravo. Alors, vous avez choisi donc de localiser l'intelligence et l'assistant vocal au sein de l'enceinte. Alors, on va faire un peu l'avocat du diable. L'argument de vos concurrents, c'est d'affirmer que la collecte des données personnelles à grande échelle est indispensable pour améliorer l'expérience utilisateur, développer l'intelligence des assistants vocaux. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument-là ? Ce que je réponds, c'est qu'on avec un grand sourire apparemment. Avec un grand sourire, c'est qu'on répond pas au même problème. On fait un assistant vocal spécialisé pour la musique. Donc je suis pas forcément en mesure ou obligé de statuer ici sur le besoin ou le non-besoin de collecter à large échelle des données pour répondre à ce que Google Assistant, Siri ou Alexa prétendent ou proposent de répondre. Nous, c'est un domaine très particulier, et ce qu'on démontre, c'est que pour faire ce qu'on fait, on n'a pas besoin. D'une part, on peut le faire avec la puissance de calcul qu'il y a dans des objets quotidiens, d'une part. Et d'autre, on peut entraîner nos modèles sans aucune donnée utilisateur. Les données ne vont jamais vers le cloud et on les utilisera jamais. Et on ne vous les demande pas. Regardez, Joseph, une question qui vous est adressée de JetB sur Twitter. Pouvez-vous, chez Sonos, nous garantir, même si les assistants ne sont pas connectés au Wi-Fi, ils le sont, mais les enceintes sont connectées, mais pas les assistants, que ces derniers ne délivreront aucune info au smartphone via votre app, ne fût-ce que par le Bluetooth ou autre ? Oui, vous pouvez prendre un Sonos Move, le déconnecter de tout, y compris du Bluetooth. Enfin, bon... La spécificité, le fait que ça tourne en local, ça permet que ça marche en Bluetooth. Donc ça, c'est une spécificité de Sonos Voice Control. Les autres assistants, pas besoin d'avoir une connexion Wi-Fi pour le faire fonctionner. Effectivement, puisque tout le calcul est là, et donc juste il parle au téléphone à travers le protocole standard Bluetooth, donc play, pause, ce genre de choses. Ce serait une expérience à voir, mais on pourrait le couper de tout et lui demander, faudrait trouver une fonctionnalité qu'il est capable de faire sans le Bluetooth. La musique est à distance. La musique est à distance, mais oui, je comprends. Donc on l'a pas dit, mais c'est évident, mais on va le préciser. Donc bien sûr, l'assistant n'est pas connecté au cloud, mais l'enceinte est connectée, ne fût-ce que pour récupérer le flux de Spotify, d'Apple Music ou encore de Deezer ou voire d'Amazon, si c'est le cas. Alors on a longuement insisté depuis le début de cette émission. Sonos Voice Control a été développé en France. Pourquoi Sonos a fait ce choix-là? Comment c'est arrivé? Racontez un petit peu cette histoire. Donc, comme vous l'avez dit au début, c'était une start-up française, Snips, qui s'est fait racheter en 2019 par Sonos. Snips faisait depuis plusieurs années de la technologie de reconnaissance vocale embarquée, respectueuse des données personnelles. Donc, c'était vraiment le positionnement fort. On était positionné en B2B, ce qui est classique dans les startups qui ont un certain âge. C'est plus B2C, des Renault, plus grand public. C'est bien. Donc du coup, on parlait à pas mal d'acteurs, dont Sonos. Et Sonos, s'intéressant à nous, a compris que d'une part, c'était une technologie qui a de la valeur, et d'autre part, c'est une technologie qui est compliquée. Donc c'est pas forcément une technologie qu'une petite startup qui répond aux besoins de plusieurs boîtes va être capable de faire correctement. Donc ils se sont dit, ok, cette équipe a du talent, a une technologie qui est prometteuse. Le problème mérite qu'ils s'y intéressent à 100% pendant plusieurs années. Donc ils ont fait l'acquisition de l'équipe et de la technologie, et 3 ans après, la naissance de Sonos Voice Control. Alors je crois que comment dit-on, la négo a été, et l'enveloppe a été tenue secrète. On a quelques éléments peut-être, Laurent, à donner sur le montant de la transaction ou pas? Alors il y en a qui disent que c'est entre 30 et 40 millions de dollars. Ah, pas mal. Plutôt 40 que 30, mais voilà. Ça n'a jamais été réellement communiqué à ma connaissance. C'est moins cher que Siri, en tout cas. Ouais. Siri, c'était 200 millions de dollars de mémoire. C'était il y a longtemps. Ouais, c'était il y a très très longtemps. Sachant que le fondateur de Siri, après, est parti chez Samsung.
Puis Renault. Non, le fondateur. Ah oui. On parle de Julia. Concrètement, aujourd'hui, Joseph, et c'est vraiment une question qu'on se pose et que nous posent les gens qui nous regardent, comment une entreprise comme Sonos, qui certes a maintenant un acteur important dans les enceintes, peut rivaliser avec les big tech comme Amazon aujourd'hui ou Apple? Il suffit de regarder le marché aujourd'hui. Donc c'est pas comment elle peut, c'est Sonos rivalise avec Big Tech, puisque aujourd'hui, sur une certaine partie du marché des enceintes connectées, Sonos joue une part importante, voire est leader sur des marchés comme celle des barres de son. Ma question est de se dire, quand on écoute Tim Cook, quand on écoute les responsables de Google ou d'Alexa, c'est des énormes investissements de garantir ce type de serveur. Le fait que vous n'ayez pas de serveur, tout simplement, ça représente une économie énorme, j'imagine. Forcément, ouais, effectivement, on tourne. C'est une technologie qui est frugale. C'est beaucoup de serveurs aujourd'hui, un Amazon ou un Siri, c'est des milliers, des millions de serveurs. J'y suis pas, mais ils ont des milliers, des millions d'utilisateurs. Et à chaque fois, effectivement, c'est des calculs qui sont importants, avec des modèles qui sont gros. Nous, le fait de tourner en embarqué, on se pose dès le début la question de la minimisation des ressources et des besoins qu'on a, quoi. Donc du coup, effectivement, on optimise dès le départ, et ce qui nous fait des économies de serveurs, certes, mais qui en plus rend le problème encore plus intéressant. On va voir qu'il y a des bénéfices à cela, Laurent. Non, en fait, le côté génial, c'est que si on prenait la big picture, c'est-à-dire je pose une question, et il y a tout un cheminement, on décrypte, c'est une chaîne, on en parlait tout à l'heure, je pose la question, et à un moment donné, cette question, elle est comprise, puis elle est traitée. Finalement, chaque enceinte devient un serveur. C'est là où on a déporté Sonos, ce qu'a fait Sonos, mais c'est même pas la puissance. C'est comme l'enceinte n'a pas la puissance des serveurs, tu vas pas transformer chaque enceinte en un serveur. Même économiquement, tu vois, ça serait pas rentable ce que tu fais, c'est que tout le travail de cette équipe, c'est justement de faire le système le plus agile, le plus simple, le plus embarqué, le moins consommateur possible, pour pouvoir faire parfaitement la réponse à la question que tu poses. C'est là où je trouve ça assez smart. Et petit complément, il n'y a pas que minimiser, il y a aussi spécialiser et adapter au contexte. On a des ressources qui sont certes limitées. Donc du coup, comment on fait au mieux avec les ressources qui sont limitées? On va adapter le vocabulaire de l'assistant qui tourne chez vous au goût que vous avez. Donc, ce que tout le monde écoute... Il va apprendre, mais localement. Apprendre localement. Ouais. Apprendre de manière... très terre à terre. Ça va pas être un réseau de neurones qui s'alimente tout seul. Il va aller regarder les chansons que vous avez écoutées, liker. Il va aller les obtenir et les ingérer dans son vocabulaire. Pour que je comprenne, Joseph, il est plus facile, il est plus efficace de personnaliser un assistant vocal lorsqu'il est dans une enceinte plutôt que le déployer à Cupertino, à Mountain View ou ailleurs. Ce qu'on peut faire sur une enceinte comme celle-ci, on pourrait la faire dans le cloud. Mais le fait d'avoir un modèle par utilisateur, c'est très naturel à partir du moment où l'architecture est décentralisée par nature, que si on a un serveur ou une petite flopée de serveurs qui servent tout le monde. Peut-être une réaction du côté de Damien et Christophe sur Feu Snips et aujourd'hui Sonos Voice Control. Oui, en fait, oui, non. J'étais en train de penser pendant que vous étiez en train de parler au père de l'intelligence artificielle, enfin celui que je considère comme le père de l'intelligence artificielle, qui est Marvin Minsky. On en avait parlé il n'y a pas tellement longtemps avec Laurent. Tout à fait. Et effectivement, il avait posé il a entre autres 2 livres en fait, et dans ces 2 livres, il avait posé vraiment toutes les bases dont on est en train de parler, à savoir des domaines, donc vraiment des domaines de l'intelligence. Donc pour revenir sur la mécanique d'intelligence artificielle, il existe en fait l'intelligence artificielle générale, en tout cas on essaie de la créer, qui permet de pouvoir interagir et de faire plein de choses diverses et variées. Et ici, avec l'assistant de Sonos, il y a cette particularité en fait que l'intelligence est dans un domaine particulier de connaissances. Et donc ce qui la rend particulièrement pragmatique, particulièrement précise, détaillée, pointue en fait. Et donc c'est sans doute ce qui permet aussi d'embarquer les modèles précalculés sans doute pour une partie sur des réseaux de neurones sur les enceintes Sonos. Donc ça c'est une chose. Et puis deuxièmement, on parlera sans doute en fait d'une autre chose qui est le fait de contextualiser, ce qui est hyper important. Qui faisait partie aussi de la pensée de Marvin Minsky, à savoir contextualiser, c'est parler avec quelqu'un. Quand on parle avec quelqu'un, si je parle avec Damien, je lui dis « Ah, ta voiture est vraiment super », il me dit « Ah oui, je viens de l'acheter, etc. » Et puis je lui dis « En plus, j'aime bien la couleur. » Lui, il va comprendre en fait que je parle de la voiture.
si on ne contextualise pas, en fait, un assistant vocal ne va pas forcément le comprendre. On en parlera notamment dans le futur. On va essayer de dresser le portrait robot des futurs assistants vocaux et voir comment ils peuvent progresser. Damien, il y avait beaucoup de scepticisme au moment où Sonos a fait son annonce, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui se sont lancés sur les assistants vocaux et beaucoup se sont cassés les dents. Oui, on peut prendre la liste. Tu parlais tout à l'heure de Samsung, Bixby, on pourrait parler du Microsoft, Cortana. On a eu aussi Orange avec Deutsche Telekom qui a essayé de faire donc Jingo. Donc on a beaucoup d'acteurs qui se sont vraiment lancés sur le marché et qui se sont tous cassés les dents. Et très honnêtement, moi je les ai tous à la maison. Quand je dis je les ai tous, j'ai même eu Jingo. Mais j'ai aujourd'hui Siri, c'était moi l'utilisateur. Bon, donc il y a Alexa, il y a donc Google et Siri. Et la question toujours que je me pose, c'est mais s'il n'y avait pas derrière du Google, de l'Apple ou du Amazon, est-ce que ces systèmes-là continueraient à exister ? Il faut être tout à fait honnête, parce qu'il y a quand même de l'argent qui est injecté dedans. Mais c'est pas. Enfin, moi, je suis sincèrement pas convaincu de l'usage. Pourtant, ça fait des années que j'en ai. Et tu te poses vraiment cette question. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième élément, c'est que ce que j'aime beaucoup dans l'approche de Sonos, ou au moins de Snips, parce que j'avais rencontré à l'époque des équipes, c'est ce que j'appellerais la démarche pas de côté. C'est-à-dire, en fait, plutôt que de faire une démarche d'architecture centralisée avec des serveurs et dans une logique un peu on va refaire une sorte de cerveau de centralisé, là, l'idée de dire, comme disait Christophe, on fait quelque chose de très précis, mais ça va bien fonctionner avec une logique si je dis pas de bêtises, c'est du edge computing qui est derrière. Je trouve ça assez malin pour l'usage qui est précis. Et dernier point, justement la remarque qui était faite sur la musique, on va être très clair, moi je vois à l'aune des plusieurs années que j'ai d'usage de mes enceintes connectées, en clair, je leur demande 3 trucs. Je leur demande en gros quel temps il va faire demain. Je leur demande souvent une info en plus du genre à quelle heure ferme tel magasin, et une fois sur 2, ils se plantent. Et 3, surtout, je leur demande de la musique. Et donc ça, effectivement, c'est très malin. Et je vois ma fille, elle demande est-ce que tu peux me Siri, est-ce que tu peux me lancer tel morceau ? Et effectivement, ça a du sens. C'est l'usage principal. Justement, du coup, le fait d'héberger en local, je dirais, l'assistant vocal, il a fallu doper la puissance de vos enceintes pour pouvoir répondre aux besoins de puissance nécessaires. De fait, non. Les premiers produits Sonos avec un micro ont été sortis en 2017, avec Alexa à l'époque. Nous, on s'est fait racheter en 2019. Donc la question s'est posée en toute transparence quand on est arrivé. On s'est demandé, ok, ces enceintes-là, quand même, elles n'ont pas grand-chose à l'intérieur ou pas forcément ce qu'on aurait rêvé avoir. Donc pendant un certain temps, on a travaillé dans l'hypothèse de ne pas pouvoir les supporter. Mais d'une part, nous, on trouvait le défi technique passionnant. Et ensuite, l'histoire était quand même bien meilleure si on pouvait faire tourner Sonos OS Control sur toute enceinte avec un micro. Finalement, on a fini par y arriver. Donc ça veut quand même dire qu'à l'époque, les ingénieurs Sonos avaient bien dimensionné et avaient réfléchi à ce que pourraient être les futurs usages et ils avaient prévu suffisamment large. Alors de mémoire, les premières enceintes Sonos avec micro, c'était les Play One, c'est ça ? C'est les Sonos One, première génération. Sonos One, voilà. Et donc elles sont compatibles aujourd'hui. Il faut juste qu'il y ait un micro. Voilà. Il suffit qu'il y ait un micro. Donc l'histoire est simple. Micro, Sonos OS Control. Alors au-delà de la perspective de ne pas avoir à envoyer les données sur le cloud, la requête donc est traitée par l'enceinte en local. Et l'ambition, c'est d'être plus rapide. De fait, ça permet plusieurs choses. Ça permet de personnaliser, comme on l'a dit tout à l'heure, une enceinte, un utilisateur, donc on peut adapter le contexte. Mais effectivement, pour certaines requêtes, typiquement stopper la musique, régler le volume, il n'y a aucun besoin d'aller faire un aller-retour par le cloud. Du coup, effectivement, ça permet d'être plus rapide. Et puis, il s'adapte mieux à l'utilisateur. Donc, il y a cette proximité qui fait qu'on arrive mieux à anticiper et à répondre aux demandes de l'utilisateur. Oui, parce que sur la musique en tout cas. Ouais, mais en général, la reconnaissance vocale, c'est un champ qui est dur parce qu'il y a plein d'ambiguïtés. Si on se connaît pas, si vous savez rien sur moi et je vous demande de transcrire ce que j'écris, il y a plein de choses que vous allez mal transcrire, les noms notamment. Et en musique, les noms, c'est le cœur de la guerre. Donc du coup, effectivement, la personnalisation joue un rôle important pour la fiabilité et l'intelligence de l'assistant quand vous lui demandez quelque chose. Typiquement, mes frères sont musiciens professionnels, ils font de la musique grecque, c'est pas ce que tout le monde écoute, mais chez moi, les enceintes savent que j'aime ce type de musique, et quand je dis Sonos joue les frères Dubs, ça va jouer. Ça va jouer partout, c'est tous nos spectateurs, téléspectateurs ce soir. Donc vous l'avez dit, Joseph, particularité de Sonos OS Control, donc son usage c'est limité à la musique, pas de volonté d'aller au-delà, c'est volontaire, parce qu'effectivement la montagne est trop haute à gravir et que la promesse ne peut pas être tenue aujourd'hui.
Ce qui est clair, c'est Sonos, ça fait de la musique. Donc le problème principal pour nous, c'est de répondre au cas d'usage de musique. C'est aussi ce qui intéresse le plus les gens. On le disait tout à l'heure, l'usage principal des interfaces vocales, c'est lancer la musique. Après, il y a des petites choses type minuteur, météo. Ça, c'est des choses qui sont utiles et qui ont du sens. Mais effectivement, nous, on a vraiment fait un pas de côté. On ne veut pas faire un assistant personnel. Aujourd'hui, on ne se place pas en opposition ou en concurrence. Et on ne se placera jamais en opposition ou en concurrence avec ce type de technologie-là. Alors, je sais que vous n'avez pas forcément des vues sur ce que demandent les gens, mais vous avez quand même des retours. La demande la plus récurrente, quelle est-elle? C'est quoi? C'est écouter de la musique? C'est écouter la météo? C'est jouer de la musique ou jouer à un artiste donné, quoi, ou un genre, quoi. C'est vraiment ça qui est... Et dernier point qui a fait que qui vous a permis de vous différencier, pardonnez-moi, face aux Siri et autres Alexa, c'est le choix de la voix. On a vu aux États-Unis que vous avez fait le choix de Giancarlo Esposito, qui est la voix américaine de votre assistant et qui est connu pour l'acteur vu dans Breaking Bad ou encore dans Mandalorian. Petite déception quand même en France. Il n'y a pas eu de personnalité, un Jean Dujardin ou autre qui serait venu, mais ça va peut-être arriver ou ça reste une voix basique? Elle est loin d'être basique. On y a travaillé pendant longtemps et le terme de la connue, je veux dire. C'est la classe quand il y a une personnalité qui vous répond. Voilà, c'est pas forcément ce qui était important et la plupart des gens qui parlent à Sonos savent pas forcément que c'est Giancarlo. C'est un exercice qui est difficile parce que faut parler dans un studio pendant un certain temps, un contrôle de la voix qui est très contrôlé, puisqu'il faut être vraiment monotone. Donc faire cet exercice bien, la première fois qu'on l'a fait, on a effectivement été voir un acteur qui était connu pour le faire. Et une fois qu'on a été rodé à l'exercice, on s'est dit ok, ce n'est plus forcément le critère numéro 1. Par contre, on veut une voix qui soit vraiment belle et qui réponde à... Prenez la voix de Laurent, la voix d'On refait le Mac. Pourquoi pas? La voix. Alors regardez cette réaction un peu sévère de Sébastien Marcucci, qui doit être de la même région que Laurent et moi. L'appli Sonos est top, merci pour ça. L'assistant vocal est dans l'air du temps, ça va amuser certains geeks un mois. Après, ils retourneront sur l'appli sans vocal. Ouais, pour la musique, je ne suis pas tout à fait d'accord. On va revenir dans un instant sur les difficultés que vous avez dû surmonter, Joseph, qui vont nous permettre de comprendre celles auxquelles sont confrontés aujourd'hui Siri notamment, et comment demain on pourrait améliorer ces assistants vocaux, et au-delà dessiner le futur de ces assistants vocaux. Mais tout d'abord, place au busomètre. Le busomètre, ce sont les actus aux rumeurs qui ont le plus buzzé cette semaine sur le site Mac Forever. Et en l'absence de Didier Pouliken, cette semaine qui est au ski, c'est monsieur Laurent Pontanach qui s'y colle. C'est à toi, Laurent. Je vais prendre mon profil, Didier. Voilà. Et, bon, on commence par la nouvelle. Non, mets-toi comme ça. Comme ça, ouais. Bon, on commence par le casque, le casque de réalité virtuelle d'Apple. Le retour. Viendra pas, viendra quand? Alors bon, grosso modo, il viendra. Les pronostics, les pronostics sont, il viendra. Et maintenant, la question, c'est quand? Alors on est entre... Oui, un jour il va arriver. Oui, à force de... C'est l'Arlésienne, quoi, à force de le dire. Mais bon, Godot, il est jamais... On l'a attendu non-stop. Donc espérons que ce ne soit pas Godot. Donc du coup, maintenant, les derniers pronostics d'arrivée, on pensait que c'était le printemps. Et ça ne serait pas le printemps, ça serait la Dub, c'est-à-dire la conférence des développeurs qui se tient début juin. Donc voilà. WWDC, sachant qu'il y a une trajectoire qui nous pousse à penser que ça sera un casque et ce ne seront pas des lunettes et que la production aurait commencé. Voilà. Alors, casque de réalité mixte. Tout à fait. Voilà, ça, c'est pas dans un univers, donc c'est une vision différente de celle d'un Facebook notamment. Tout à fait. On parle de l'Apple Watch en seconde info, rumeur. Alors c'est une rumeur parce que c'est une supputation. Donc en fait, Apple a déposé un brevet. Quand même, c'est vrai. Non, mais Apple a déposé un brevet qui permettrait à l'Apple Watch d'avoir une caméra et donc de rendre l'Apple Watch appareil photo autonome. Voilà. Donc on est en train de... La confidentialité, ça va être sympa, ça aussi. Ouais. Tu sais la première Samsung le faisait. Dans la toute première Samsung portable, ils avaient mis un appareil photo, c'était pourri, mais ils l'avaient mis. Ouais, mais c'est intéressant parce que bon, du coup, l'USPTO, qui est l'organisme américain qui valide les brevets, a dit bon, ben voilà, c'est validé sous le numéro tant, et derrière toutes les supputations de tous les analystes des brevets disent ça pourrait arriver. Bon, après, Apple dépose une quantité de brevets astronomiques, il y en a plein où on les voit pas sortir. Mais bon, ça a buzzé.
L'info numéro 3, elle est intéressante selon moi parce que on sent que la télévision américaine est en train de, je vais pas dire de se mourir, mais elle est en train de vraiment évoluer. C'est-à-dire que ce que montre ce point 3, qui est le fait que la NBA pourrait diffuser sur Apple TV. Et en fait, c'est intéressant parce que on sent qu'il y a un mouvement de terrain. La télé telle qu'on l'a consommée aux États-Unis, elle se consomme plus de la même manière. Les gens consomment via des plateformes de streaming. Quand on voit le résultat de tout ça, ils se sont tous mis, les Disney+, les Netflix, les Paramount, en France avec la Ligue 1. Tout le monde a donc toutes ces chaînes. Et c'est marrant parce qu'il y en a qui étaient quand même là-dessus. Tu vois, les HBO, et donc là. Pour moi, si on met tout ça dans le checker, ESPN plutôt aux États-Unis. Oui. ESPN pour le sport, mais on met tout ça dans le checker parce qu'on se rend compte qu'il y a le terrain, c'est un mouvement, c'est un jeu de go avec des parts de marché et du terrain. Et donc Apple se battrait pour obtenir, ils ne seront pas les seuls, mais pour obtenir de la diffusion à minima de certains matchs, peut-être de la saison, voilà. Donc NBA, il faut rappeler, c'est la fédération américaine de basket. Tout à fait. Qui vont diffuser là déjà. Ils ont signé avec la ligue professionnelle de football, le soccer américain, ils vont diffuser le soccer. Ils avaient fait. Alors, ils ont commencé aussi. Ils arrivent dans le sport parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, par exemple, dans le suivi des matchs de baseball. Et sur Apple TV, il y avait déjà le baseball. Il y avait quelques matchs qui avaient été diffusés. Et puis surtout dans toutes les applications de suivi, c'est-à-dire qu'avec le nouvel affichage sur iOS 16, où on peut voir en live les scores qui s'affichent des équipes que tu suis. Donc, on sent qu'il y a un mouvement de terrain sur la dimension sportive. Puis ils ont malgré la récession, les difficultés de la tech en ce moment, les licenciements à foison, ils ont quand même quelques moyens a priori et beaucoup plus de moyens que les chaînes hertziennes et les câbles opérateurs et voilà, et les fédérations préfèrent se faire monter les prix et se diriger vers les big tech. On revient au Mac, enfin. Ouais, alors 2 annonces hardware, on va dire. La première, c'est se pourrait. Alors ça. Il se pourrait que Apple annonce un Mac tactile dans les semaines à venir un MacBook Air 15 pouces. Alors, ça serait déjà que la gamme elle est compliquée. Que la gamme elle est compliquée. Si en plus on rajoute une nouvelle taille, en plus ça serait un 15 voire un 15.5. Donc attention, le MacBook Air aujourd'hui est quand même un peu limité. Tu vois, si tu veux une taille plus grande, tu es obligé de passer sur le MacBook Pro 16. Et oui, il faut mettre beaucoup plus d'argent. Mais c'est beaucoup plus cher. Non mais ça pourrait avoir efficace à Tim Cook généralement. Ouais, ça pourrait avoir un intérêt. En tout cas, voilà, il y a cette rumeur qui a popé. Et surtout, ça serait dans pas longtemps quoi. Ça pourrait dans les semaines voire les mois à venir, mais les mois avant l'été. Bon, la dernière rumeur, elle est intéressante puisque en fait le dernier qui est attendu, la dernière mise à jour avant le Mac Pro, le seul pour lequel pour l'instant il n'y a pas eu de changement de la bascule à Apple Silicon, c'est le Mac Pro. Mais avant le Mac Pro, il se pourrait qu'à d'ici la fin de l'année, c'est une double annonce. On a juste écrit iMac M3, mais on est un iMac M3 et une Apple TV pour début 2024. En fait, les 2 infos sont liées, c'est la même source qui l'a fournie. Donc, de toute façon, ça pourrait créer du sens. Après, je trouve que c'est un peu tôt pour moi, vu que le M2 vient tout juste de sortir. Si tu sors en 2023 un M3, ça veut dire que potentiellement, tu sors la même année 2 générations de puces. Je suis sceptique. L'urgence, c'est plutôt sortir un iMac grand format, on l'a vu, avec un écran plus grand et qui taille un peu plus. Quitte à ce que ce soit du M2, tu vois. Bien sûr. Moi, je pense qu'il vaut mieux sortir un iMac M2 maintenant. Donc voilà, et c'était le busomètre en absence de Didier Poulicagne, notre ami, le grand Didier. Quel talent. Merci. Et on l'embrasse et on lui souhaite d'aligner les descentes. Allez, retour sur les assistants vocaux, on va s'intéresser cette fois-ci à Siri, essayer de comprendre pourquoi il est si bête. Alors pourquoi Siri est si bête? Pas d'attaque personnelle, vous le savez, mais on a posé la question plus sobrement via un sondage Twitter. Regardez. Êtes-vous satisfait de Siri, l'assistant vocal d'Apple? Et alors là, on n'a jamais eu un tel raz-de-marée de réponses. Presque 70% des gens répondent non. 30,4% répondent oui. Ça fait mal, oh là là, ce sondage. Regardez vos réactions pêle-mêle sur Twitter, elles sont nombreuses. C'est vraiment juste un petit inventaire. Catching Tell sur Twitter. Bonjour, même mon poisson rouge s'en sort mieux niveau intelligence. C'est dur.
J'utilise Alexa qui comprend mieux, c'est vrai. Dis Siri demande à Alexa d'allumer les lumières à tous les étages, c'est pas faux. Autre réaction de JetB, encore une fois, Siri est famélique intellectuellement, Alexa est trop axée sur les tâches précises et Google Assistant, bien que très intelligent, avale nos données personnelles comme un ogre. C'est un bon résumé. J'aime beaucoup. C'est qui a dit ça? C'est JetB. JetB, super. Voilà. C'est un bon résumé. Autre réaction de Sébastien Marcucci, encore lui, c'est quand même fou qu'Apple soit en retard alors que c'est eux qui ont dégainé les premiers en 2011, c'est vrai, avec l'iPhone 4S. Hein, on est 12 ans aujourd'hui, on dirait qu'ils gardent Siri parce qu'ils se sentent obligés. Alors on ne comprend pas de ce surplace. Alors on ne va pas forcément demander, Joseph, d'interpréter ce que fait Apple, mais est-ce que d'une manière générale, au-delà des difficultés de Siri, on n'a pas trop promis de la part des grands acteurs, et Apple en particulier, parce que c'est le premier à avoir dégainé sur les assistants vocaux, des promesses qu'on n'a pas pu atteindre tout de suite parce que la technologie ne le permettait pas. Et au final, ça provoque cette déception aujourd'hui. Ne serait-ce que la terminologie, quoi. Assistant vocal, ça promet quand même déjà un peu tout et n'importe quoi. C'est des assistants qui n'ont pas de périmètre fini. Donc vraiment, par définition, les gens vont s'amuser à jouer avec la frontière et à essayer, jouer avec jusqu'à ce qu'ils tombent, quoi. Donc ça, effectivement, par définition, ils sont mis dans une situation qui est difficile à tenir. Ouais. Laurent, on avait reçu, souviens-toi, Luc Julia, qui est le papa de Siri, hein, l'un des papas, qui a 2 reprises dans cette émission. Il avait abordé les difficultés de Siri. Qu'est-ce qui faisait que aujourd'hui, ça ramait, et ça vient aussi parce que c'est pas une technologie qui est vraiment nouvelle. Hein. Non, et c'était... alors d'abord, ça reposait sur des technologies qui étaient relativement enceintes. Après, on en a un petit peu discuté juste avant l'émission. En fait, je le répète, hein, c'est un enchaînement de briques mises bout à bout. Elles paraissent très simples parce que chacune a une tâche. Hein. C'est-à-dire que tout à l'heure, ça a été montré juste un petit peu avant le schéma. Le schéma, il est très clair et vraiment, il explique. Ouais, il explique la réactivité de la régie, bravo. Tu as du son et tu enlèves le bruit. Tu gardes le signal, c'est-à-dire le message que tu vas passer. Derrière, il faut qu'il déclenche à un signal donné. Donc, on a ce qu'on appelle ce fameux wake up keyword. Et donc, c'est un mot. Par exemple, ça va être Alexa qu'on pouvait changer sur Alexa. Et d'ailleurs, je le racontais tout à l'heure que j'avais une copine qui s'appelait Alexa qui bossait chez Alexa, dans l'équipe Alexa. Et je me dis à chaque fois que les gars devaient dire Alexa pour tester, elle devait tourner la tête. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Alexa, c'est le seul pour lequel tu pouvais changer le nom. Hein. Mais tu as ce mot qui va déclencher. Une fois que ce mot déclenche, tu vas transcrire ce que tu as compris du message qu'on appelle Alexa. Et puis après, tu enchaînes toute une série. Et en fait, toutes ces briques prises une à une, c'est très simple. Tu comprends la fonctionnalité. Mais la chaîne complète, en fait, il y a des déperditions sur toute la chaîne qui rend le truc atrocement compliqué, quoi. Damien, Christophe, l'idée de l'ancienneté de la technologie, on pense à SRI, hein, SRI pour Stanford Research, c'est l'institut qui est à l'origine de la plupart des technologies de reconnaissance vocale, hein, et ça date du milieu des années 90, donc c'est assez ancien. C'est ça qui constitue la fondation de Siri pour la reconnaissance vocale, pas pour l'intelligence. Ça donnait sa nuance également en 94. Voilà, donc c'est assez ancien. Votre avis à ce sujet? C'est assez ancien, mais à la fois, tu as quand même 2 choses. D'abord, Siri, à l'origine, je ne sais pas si vous vous rappelez, Apple avait fait une pub avec The Rock, vous savez, l'acteur. Ouais. Et ils avaient fait où on voyait en fait Siri comme super assistant. Donc déjà, à l'époque, Apple avait bien compris qu'ils avaient des limitations par rapport à son assistant, et donc il était hyper centré sur des actions du style rajoute une tâche, mets une alarme, rappelle-moi un rendez-vous, etc. Donc il y avait vraiment cet axe-là, et c'était l'angle initial qui avait été positionné, je pense, pour essayer de pallier certaines défaillances et peut-être faiblesses technologiques notamment. Ça, c'est le premier point. Je pense qu'il y a un deuxième élément qui a une sorte de... Le problème de tout ce qui est intelligence artificielle, notamment, c'est qu'en fait, on confronte ça à un imaginaire. Et cet imaginaire, c'est l'imaginaire de la science-fiction, d'un Jarvis, de tout ce qu'on a pu voir, qui, en gros, on parle et ça répond au doigt et à l'œil. Et donc, on a toujours cette déception récurrente, qui est qu'on voudrait que ça marche comme ça, mais ça ne peut pas marcher comme ça, et ça ne marchera peut-être jamais comme ça. Donc, il y a aussi cet élément-là qui est au-delà de l'aspect technologique, qui est aussi l'attente de l'usage, qui n'arrive pas à être rempli. Et puis, dernier élément, quand même, j'en avais discuté avec certains copains qui travaillaient chez Apple et chez Google, qui m'expliquaient que le modèle de données qui a été choisi par Apple est un modèle qui est quand même beaucoup plus conservateur en termes de pompage de données, on va être très clair. Hein. Google, comme Alexa, sont des aspirateurs de données, surtout Alexa, même plus que Google. Apple, par les difficultés ou les règles qu'ils se sont données de confidentialité, fait que c'est beaucoup plus compliqué d'avoir un jeu de données cohérent et un jeu de données qui fonctionne. La preuve, on l'avait vu,
Apple a mis longtemps avant d'ouvrir, pour enrichir la base de données, d'ouvrir ouvrir Siri, alors que les autres allaient directement avec des API, etc. Voilà. Et on le voit, et donc on le voit. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui dans une application. Quand vous voulez apprendre à l'application de faire quelque chose, en fait, il faut vous enregistrer, et ainsi de suite. Donc, on voit bien que Siri a aussi ces limitations-là, volontaires ou non, voulues par Apple, qui quelque part pas de base d'un bon sentiment peut-être, mais qui au final donne quelque chose qui est déceptif. Christophe, est-ce qu'on est quelque part face, en tout cas Apple, n'est-il pas en face d'un plafond de verre en utilisant ces technologies qui étaient à l'origine développées pour les militaires, hein, notamment dans l'armement ou dans les cockpits embarqués, et qui sont peu à peu généralisées, mais elles sont très anciennes, ce qui ne ferait pas repartir une feuille blanche? Exactement. Si Luc Julia, qui est le papa, ou il voudrait plutôt dire en fait le grand-père de Siri, était là, il vous dirait en fait l'intelligence artificielle n'existe pas. Hein, c'est l'une de ses phases préférées. Et ça ça en dit beaucoup en fait sur Siri également, qui effectivement est une tech un peu plus ancienne, qui est aujourd'hui utilisée sur des millions d'iPhone et bien plus encore. Qui est finalement pas très loin d'une technologie en fait qu'on utilisait dans les débuts de l'intelligence artificielle de formatage qui s'appelle l'AIML. Donc c'est vraiment de la logique. Hein. C'est si je comprends ça, alors je fais ça. Si je comprends ça, je fais ça, etc., etc. Et donc effectivement, ils sont partis vers cette techno-là. Et aujourd'hui, on se trouve dans le même cas de figure que si on parle des Mac et de son système d'exploitation. À un moment donné, en fait, macOS était arrivé à la fin de quelque chose, quoi. Donc, c'était passé par toutes les versions de système X, etc., etc. Et puis, ils ont acheté Next, et c'est devenu macOS. Et on en est là aujourd'hui en fait avec Siri, c'est-à-dire que soit il faut repartir en fait d'une page blanche avec une nouvelle tech, et effectivement pouvoir, comme c'est plus généraliste, bien diviser les domaines de compétences en fait de l'intelligence artificielle, bien travailler vraiment sur un arbre de routage vers les bons domaines, de manière en fait à pas avoir un gros fourre-tout qui crée ce qu'on appelle en mathématiques une explosion factorielle et qui fait que du coup en fait c'est plus bon pour rien, quoi. Joseph, vous avez fait le même constat de noyaux de ces technos qui sont pour la plupart assez anciennes aujourd'hui? C'est dur de commenter sur la technologie de Siri, ou même de Google ou d'Amazon, parce qu'ils ont des travaux de recherche, mais ils disent assez rarement, et avec assez peu de détails. Ils promettent beaucoup, encore une fois. Hein. On se souvient des interventions multiples de Tim Cook en disant on a investi tant de milliards, mais... Alors, les investissements, ils sont plutôt publics. Oui. Les ambitions et les promesses, elles sont assez claires, elles sont ouvertes, mais commenter sur la technologie, honnêtement, en toute humilité, on ne sait pas. Donc c'est dur à dire. Par contre, repartir d'une feuille blanche, je pense que le problème, ce serait déjà de changer de feuille ou changer d'objectif. Et ça, c'est quand même très compliqué. À partir du moment où on a promis tout ça, ces acteurs-là, ils sont un peu coincés et on peut reprendre il faut le gérer problème d'un angle différent. Voilà, etc. Donc c'est assez gérer l'existant, gérer les promesses existantes. Ça serait très difficile pour un de ces acteurs-là de se dire non, en fait, je vais repartir beaucoup plus petit. Donc ça, c'est compliqué et c'est ce qu'on s'est permis nous. D'une part parce qu'on n'a pas forcément voilà, on est parti d'une feuille blanche, on est parti plus tard. Et donc effectivement, je pense que le problème premier, c'est d'attaquer un problème qui est plus simple, qui est plus réaliste et où effectivement, pour une fois, on peut espérer ne pas être déceptif. Moins ambitieux, mais plus efficace. Encore une réaction de JetB qui est très en verbe ce soir. Oui pour Siri, mais que pour la domestique. On est fâché pour le reste car il ne sait pas répondre aux mêmes questions selon le hardware, sur lequel je lui pose en effet la question. Donc hormis pour la météo et la domotique, je le laisse tranquille. Autre réaction de Manos, ce qui serait bien serait de pouvoir choisir sur quel terminal Siri doit se déclencher. Il n'y a pas un, mais plusieurs Siri, ou encore, regardez, François Dulac, demandez à Siri un titre de film en anglais dans notre langue, et bonne chance pour qu'il le retrouve surtout sur Apple TV. Ouais, donc je te passe les chansons, les titres de chansons en anglais. Hein. Alors, premier point déjà, effectivement, il n'y a pas un Siri, Laurent, mais plusieurs Siri. Il y a le Siri de l'ordi, le Siri de l'iPhone, le Siri de l'HomePod, le Siri de la montre, et quand on dit Siri, à un moment donné, on ne sait pas qui va répondre. C'est un joyeux bordel quand même. Alors je sais que c'est facile de dire ça comme ça, mais on ne comprend pas tellement. Voilà, il n'y a pas de priorisation, j'ai l'impression. Non, et un de ceux qui marche le mieux, paradoxalement, et c'est celui qui se déclenche le moins, c'est celui de la montre. Ouais. Un de ceux qui sont les plus efficaces, c'est... Et deuxième point, donc Siri semble meilleur en anglais qu'en français.
c'est plus compliqué de maîtriser la langue française que la langue anglaise, Joseph, aujourd'hui? Oui, il y a 2 raisons. Ouais. Vas-y, je pense qu'on va dire la même chose. Il y a 2 raisons. La première, c'est que l'anglais est beaucoup plus parlé que le français. Donc forcément. Et le deuxième, c'est que c'est les Anglais qui le développent. C'est-à-dire que c'est développé aux États-Unis pour le marché américain en premier. Donc les gars, tu vois, c'est d'ailleurs, je ne sais pas si c'était 2 raisons ou pas. J'en ai une troisième. Voilà, parce que donc non, mais c'est comme quand moi je suis arrivé aux États-Unis, que j'ai tout testé Google Maps en sortant de l'aéroport à San Francisco. Je dis mais Google Maps c'est exceptionnel en fait, la qualité des dessins et tout ça. Alors par rapport à San Francisco. Comme Maps quand le plan est sorti aux États-Unis. Non mais c'est ça. Pardon, je dis Google Maps. Je voulais dire Apple Maps. Apple Maps, c'est magnifique, c'est beau. Il y a de la 3D, les voitures, les rues de San Francisco dessinées et tout. Je dis mais c'est magnifique. Alors que c'est pas la même chose ailleurs. Donc moi, c'est perdu. À Paris avec le troisième point. Donc d'une part, développer dans une technologie dans sa langue à soi, c'est mieux. C'est aussi pour ça qu'on a la sortie en France, quoi. La France, c'est pas le deuxième marché pour Sonos, mais c'est là où on est. Donc pour nous, c'était important. La troisième raison, c'est que et c'est un des commentaires qui a été fait, les entités cross-langue, donc un nom anglais en français, le problème se pose plus en français, puisqu'il y a beaucoup d'influences américaines ou autres. Alors que aux États-Unis, la plupart des noms qui sont demandés, c'est des noms anglophones. Donc l'expérience, elle est de fait plus simple là-bas. Alors un point qui est très agaçant également avec Siri, peut-être que Damien ou Christophe pourront réagir sur ce point, c'est la réaction de Thomas Nettens qui pointe du doigt les déclenchements intempestifs alors qu'on n'a rien demandé. Combien de fois en réunion mon Apple Watch se déclenche de manière inopinée? Ça, c'est tous les utilisateurs l'ont constaté. Christophe, Damien. Je surconfirme le sujet, effectivement. Entre le fait de lever le poignet pour m'adosser à un mur et avoir la montre qui se déclenche, ou effectivement, en plein milieu d'une série, d'un seul coup, justement, série Siri, d'un seul coup, ça se déclenche. C'est assez amusant, mais c'est pas le seul, pour être honnête. Google aussi le fait, mais Alexa aussi, mais effectivement, Alexa le fait aussi, même. Mais globalement, c'est vrai que Siri a une tendance au déclenchement. Et ce que tu disais aussi était très juste tout à l'heure, Olivier. Moi, quand je suis dans ma cuisine, que j'ai le HomePod d'un côté, j'ai mon smartphone, j'ai mon iPhone devant moi, j'ai ma montre, je demande 10 Siri, lance une musique, et alors, je ne sais pas lequel il va me répondre, comment, pourquoi, des fois ils ne se comprennent pas, c'est compliqué. Ouais. Moi, ça arrive moins. Moi, ça arrive quand même moins depuis quelques. Toi, je ne sais pas, mais. Non, ça t'arrive beaucoup. Oui, tout le temps. Et puis tu es trop excité. Non, mais bon, après c'est un problème d'excité, c'est les gens qui bougent les bras dans tous les sens. Studio, on est suréquipé, donc comme on reçoit tous les produits d'Apple, on a des HomePod, on a des Mac, on a des iPhones, donc forcément. Voilà, on n'est pas l'utilisateur lambda, mais dans un Apple Store, ça doit être un joli bazar. Hein. Ils ont dû désactiver Siri. J'ai coupé Joseph qui voulait dire quelque chose. Oui, Joseph, pardon. Et les fausses alertes comme ça, là, c'est un problème très très compliqué. Ouais. Et pour le coup, vous avez travaillé là-dessus, Joseph. On doit le résoudre. Et ça, pour le coup, même quand on a un périmètre plus petit pour son assistant, le problème à résoudre est le même, que ce soit Sonos Voice Control ou un autre. Christophe, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, non, mais c'est effectivement ce phénomène de pattern matching, c'est que les premiers mots en fait qui doivent être reconnus et qui doivent commencer pour que l'assistant puisse commencer à écouter réellement en fait derrière les actions qu'il doit faire et ce genre de choses et faire du speech recognition. Effectivement, il y a ce problème de pattern. Du coup, la chose est la suivante, c'est que moi personnellement, ce que je fais, c'est que sur mon smartphone, j'ai désactivé le dit et puis je continue pas pour pas embêter nos viewers. Ouais. Tu l'as fait la semaine dernière. Tu l'as fait en boucle la semaine dernière. Oui, et on me l'a suffisamment reproché. Et donc, le truc, c'est que j'appuie sur le côté de l'iPhone pour déclencher Siri, ce qui est assez naturel quand on a le smartphone en main. Et puis, pour le reste, je suis soumis à la même problématique que vous. Tous les HomePod mini, en fait, commencent à se répondre les uns les autres. Et parfois, c'est marrant, parce que quand je demande à l'un, en fait, par exemple, en passant, tiens, allume le bureau de Christophe, allume les lumières dans le bureau de Christophe. Il y en a un qui me dit dans quelle pièce, veuillez préciser la pièce, etc. Et l'autre, par contre, fait l'action. Donc, voilà. Alors, je sais que c'est facile de compter les points a posteriori. Je me dis que c'est du boulot, mais c'est assez bordélique. Il y a d'autres choses qui sont originales. C'est que moi, à la maison, j'ai 3 pièces communicantes et le HomePod est au milieu d'une pièce. Et par exemple, si je veux éteindre la salle de jeu, qui communique avec la salle à manger. Si je dis éteins et que je réfléchis une demi-seconde pour dire la salle de jeu, en fait, il éteint la lumière de la salle à manger parce que le HomePod est dans la salle à manger. Oui. Tout à fait. Si je peux juste me permettre un petit ajout, en fait, je trouve que l'approche que réalise Sonos est particulièrement intéressante même pas d'un point de vue technologique, mais d'un point de vue conceptuel, parce qu'on s'adresse à l'objet
et non pas à l'assistant lui-même. En fait, on a plus l'impression vraiment de s'adresser à l'objet lui-même et par rapport à ses capacités, les domaines de compétences, en fait, comme on le disait, qui vont être réfléchis par rapport à l'objet. Et donc, c'est un paradigme totalement différent qui est, je ne m'adresse pas à une personne virtuelle pour tout faire, mais effectivement, je m'adresse à l'objet pour l'animer. Ça, c'est quand même bien sympa. Ouais. Vous lisiez, Joseph, les difficultés auxquelles se heurte Siri, et puis qui ont été illustrées par nos tweetos tout au long de cette émission, sont typiques des assistants vocaux. Alors, j'ai lu, Joseph, sur votre blog de Sonos, que pour pouvoir essayer d'améliorer les choses, vous avez vraiment travaillé ce qu'on appelle la robustesse acoustique, c'est ça? Ouais. D'une part, donc il faut entendre que l'utilisateur nous parle, et effectivement, une montre est souvent près de l'utilisateur, le téléphone il est souvent près. Le cas d'usage enceinte connectée, et souvent on va y parler à plusieurs mètres. Et pas directement, on peut le faire, on peut être de dos, il peut y avoir un bruit de son, on peut regarder ailleurs, il peut y avoir de la musique dessus. Et le pire des cas, et c'est le cas le plus fréquent quand on contrôle la musique, l'enceinte est en train de jouer de la musique, elle-même très fort. Donc du coup, il y a une brique technologique qu'on appelle l'annulation d'écho, qui est de soustraire au signal que reçoit le micro, le signal qu'on a conscience d'émettre, donc la musique, mais sauf que ce signal-là, il a rebondi partout dans la pièce. Donc en fait, c'est loin d'être trivial d'aller soustraire ce son-là, et donc c'est pour ça que quand la musique dépasse un certain volume, c'est très dur de se faire entendre. Mais c'est un problème qu'on doit résoudre en tant que fabricant d'enceinte. Nous humains, on a le même problème. Hein. Ouais. Quand on est dans un univers où il y a beaucoup de bruit autour, c'est compliqué de différencier, moins bien. Il y a des gens qui sont mieux dotés que d'autres. Donc si vous allez sur le blog de Sonos, il y a des petites démos qui sont faites avec des pistes sonores, avec l'annulation de bruit, c'est assez intéressant. Vous avez beaucoup travaillé, j'imagine que les autres constructeurs aussi, mais c'est un travail. Ça fait partie de toute la chaîne qu'on décrivait tout à l'heure, et effectivement, il y a 4, 5, 6 moteurs de machine learning les uns derrière les autres. Il suffit que chacun soit à 99, et à la fin, on a une performance qui n'est pas satisfaisante. Regardez cette question de Human00 Mano, qui est un fidèle dont refait le Mac. Question à Sonos, avec les puces de traitement neuronal comme le Neural Engine sur les puces AX de l'iPhone, n'est-il pas plus facile de comprendre les commandes vocales pour les assistants? Partant de là, pourquoi ne pas tout faire en local directement sur les appareils? Et finalement, pourquoi? C'est vrai que les rumeurs de l'usage d'un Siri en hors ligne est récurrente, et va dans la droite ligne de la stratégie d'Apple sur la confidentialité des données, sauf que, petite précision, le HomePod, il n'a pas une puce AX, il y a une puce de montre. Je dis ça, je dis rien, mais bon. Mais ce serait assez logique que Apple y aille et suive votre modèle. Oui, effectivement. Donc nous, on n'en a pas, mais les téléphones Pixel en ont, et les iPhones en ont. Certaines enceintes Amazon en ont, certaines Amazon Google en ont, et donc du coup s'en servent pour traiter certaines des requêtes en local, mais par contre la promesse qu'aucun fabricant ne fait, c'est de ne pas collecter les données, ou en tout cas ils demandent tous à certains utilisateurs de opt-in pour la collecte de leurs données, parce qu'ils en ont viscéralement besoin pour ce qu'ils font. Donc les constructeurs commencent à suivre votre modèle pour certaines requêtes récurrentes. On se souvient, Laurent, tu commentais avec moi que Apple a annoncé vouloir traiter certaines requêtes en local lors de la WWDC 2021, donc c'était il y a presque 2 ans. 2 ans, en s'appuyant sur le Neural Engine, et puis depuis Pchit. On n'en sait rien, mais a priori Pchit, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, imagine que quand tu dis à ton enceinte monte le volume, potentiellement aujourd'hui tu fais une requête qui va à l'autre bout de la planète, qui est compris, et qui revient chez toi pour monter le volume. Il n'y a aucune logique derrière ça, tu vois, tu vois, sur des tâches comme ça, et pour tout, quoi. Au-delà de la confidentialité qui est un problème, mais juste monter le volume, t'imagines, tu traverses la planète pour aller comprendre le... Tu as terminé ta phrase. Oui, ce que tu poses en creux, Laurent, c'est en fait toute la question aussi de l'écologie des données. C'est en fait le fait, comme tu viens de le dire, d'envoyer une simple donnée pour dire monte le son à l'autre bout de la planète pour que ça revienne, et traverser X serveurs, etc. Si on souligne la performance technologique d'avoir quelque chose qui répond dans un temps acceptable alors que ça fait le tour de la planète, d'un point de vue strictement écologique, c'est une totale hérésie. Et plus on va aujourd'hui dans ce sens-là, et c'est ce que je trouve intéressant dans la logique de Sonos, c'est justement d'être dans une logique d'une écologie des données que je trouve hyper intéressante. En tout cas, le traitement local semble donc une évolution attendue, car la crainte d'être écouté, c'est l'un des principaux freins, on l'a dit, à l'usage des assistants vocaux. Et les utilisateurs d'Apple, vous allez voir, ne sont pas vraiment à l'abri. Alors, quels sont les risques de l'usage des assistants vocaux? Alors, on ne va pas non plus faire un scénario catastrophe et faire du CNews, mais quand même, la confidentialité des données, on l'a dit, Amazon, Google
Mais surprise aussi, Apple écoute des requêtes d'utilisateurs par des sociétés tierces afin d'améliorer la pertinence de ces réponses. Lorsque vous faites une mise à jour de votre HomePod ou de votre Apple Watch ou votre iPhone, vous cochez cette case-là et effectivement vous cochez le fait d'être attendu. Il y a un article de The Guardian qui l'illustre très bien, qui a interviewé un sous-traitant d'Apple qui a affirme avoir entendu des conversations privées. Alors, Apple s'est défendu en disant qu'une partie des demandes de Siri sont analysées pour améliorer donc Siri évidemment et la dictée, et que les demandes d'utilisateurs ne sont pas associées à l'identifiant d'Apple, donc ça reste anonyme. Les réponses de Siri sont analysées dans des installations sécurisées et tous les examinateurs sont tenus de respecter les strictes exigences de confidentialité d'Apple. Mais quand même, ça fait désordre, Laurent, de se dire d'un côté, on se veut le champ de la confidentialité des données, de l'autre côté, on écoute. Donc ça n'a pas de sens. C'est quand même un très mauvais message que donne là Apple. Ouais, oui, mais c'est le message. En fait, tu peux pas faire autrement, quoi. Ils sont obligés aujourd'hui de faire. Ils sont obligés parce qu'ils ont fait ces choix-là. Non, tu es obligé à un moment donné. Ça s'appelle entre autres le reinforcement learning, et tu es obligé de réécouter une partie pour corriger, améliorer. Donc c'est ce truc-là. Mais pour moi, il y a des choses qui sont beaucoup plus graves que ça, que tu cites pas là. C'est potentiellement que ces haut-parleurs pourraient être hackés et qu'on t'écoute tout le temps. Tu vois, je veux dire, quand tu vas, c'est là où il y a un vrai avantage à Sonos, c'est que finalement Sonos, comme ils ne sont pas organisés pour se connecter à l'extérieur, mais finalement la partie d'analyse elle reste là. Aujourd'hui, Alexa, ce que pourrait faire Alexa, c'est que tu pourrais potentiellement faire que Alexa, et d'ailleurs ils l'ont fait, ils Alexa, t'écoute tout le temps. Non mais t'écoutes tout le temps. Non mais il pourrait potentiellement remonter l'intégralité. Et au début j'avais dit non mais les gars, très longtemps je m'étais dit non mais c'est une connerie. T'imagines le volume, on pourrait le voir dans le débit et tout ça. Et en fait j'ai cherché après et en fait il n'y a pas besoin de ça. Tu transcris tes phonèmes. On transcrit tes phonèmes en texte. Et en fait, tu renvoies du texte et c'est invisible. C'est-à-dire que la quantité d'informations que tu remontes est invisible. Mais non, c'est... C'est un risque sérieux, le hack d'une enceinte connectée pour être espionné aujourd'hui. Joseph, c'est un point sur lequel vous êtes intéressé ? Ouais, évidemment, parce que la confiance de l'utilisateur, elle est très dure à regagner une fois qu'il y a ce genre de scandale qui sortent. Là, vous avez parlé de chacune de ces boîtes-là, mais beaucoup d'efforts pour ne pas se faire prendre la main dans le sac ou ne pas se faire hacker. La main dans un pot de confiture. Et pourtant, ça arrive si l'architecture s'y prête. Donc nous, on peut encore se faire, comme tous, hacker nos produits, mais en tout cas, on n'ira pas se faire voler nos données audio dans le cloud puisqu'elles n'existent pas. Alors, l'autre tentation, peut-être du côté de Christophe, on l'a vu plus récemment lors de la conférence des développeurs, les annonces d'Alexa, c'est au mois de septembre, c'est qu'une tentation de monétiser, mais ça coûte très cher, tout cher Christophe, et peut-être de nous... On sait que Alexa est un outil pour faire vendre des produits sur Amazon, mais aller plus loin, faire de la publicité avec l'assistant vocal. Oui, mais c'est effectivement pas nouveau. Il y a un influenceur brillantissime, je trouve, qui s'appelle Gary Vaynerchuk, qui parle beaucoup de marketing, de communication, d'entrepreneuriat, etc. Et le gars le disait déjà il y a plusieurs années, les assistants vocaux, c'est clairement l'endroit où on va pouvoir positionner du marketing, de la vente, et ça va être très facile. C'est Siri, pourrais-tu me donner un resto à proximité, et ce sera pondéré potentiellement en fait avec des restaurants qui auront payé pour être en position numéro 1, comme sur Google aujourd'hui. Voilà, ou alors avec des partenariats. Dit Siri, il me manque 4 piles pour tel appareil, et automatiquement en fait on présente un achat sur Amazon ou ce genre de choses. Donc ça m'étonne pas en fait. C'est pas lié à la technologie, c'est juste un vecteur de communication comme tous les autres. Et donc s'il y a eu ça sur le web de façon visuelle à un moment donné, il y aura ça en fait sur les assistants vocaux, qu'ils le veulent évidemment. Je vois mal aujourd'hui Sonos le faire, mais bien qu'ils pourraient faire de la conversion vers des choses très spécifiques au niveau de la musique. Il y a un business model derrière, et pourquoi pas finalement. Moi, ça me fait pas peur en fait. On est dans un système capitaliste. Donc, Et on l'assume, en tout cas de ton côté. En conclusion, quel futur pour les assistants vocaux? Peut-on encore innover? Débat. Alors, quel avenir pour les assistants vocaux? Regardez ces réactions dans Cordomano. Le rêve, c'est que Siri soit au niveau de Jarvis. On le disait tout à l'heure dans le sommaire, on y est encore loin. Qu'est-ce qu'on pourrait dessiner un portrait robot du futur assistant, de la future assistante vocale? Le Graal, vraiment, c'est de développer des agents, comme on le disait tout à l'heure, conversationnels. C'est ça qu'on a encore du mal à faire aujourd'hui, c'est dont parlait tout à l'heure Laurent. Mais vocal et conversationnel, je ne suis pas sûr qu'il y ait une intersection qui soit forcément évidente. On va y arriver, franchement, tu penses un jour?
Si on arrive à faire du conversationnel non vocal, peut-être qu'on pourra faire du conversationnel vocal. Finalement, c'est deux technologies qui se combinent. Mais aujourd'hui, on voit les grands assistants qui ont proposé beaucoup de choses. Et on voit avec l'Otami quels sont les usages qui prennent et ceux qui prennent pas. Et c'est pas tellement la grande discussion, c'est pas forcément répondre à des questions existentielles, c'est faire des choses très vite et très directement. Et donc ça, c'est quand même à l'opposé du conversationnel. Ouais. Et au-delà, tu disais tout à l'heure, Laurent, c'est obtenir vraiment des réponses en matière de multidomaine. C'est-à-dire que dans la même question, il y a plusieurs éléments. Quel est l'âge de l'épouse de Steve Jobs au moment de son décès? Donc voilà, il y a deux questions en une. Ça, aujourd'hui, un assistant vocal n'est pas capable de traiter une question comme celle-là. Non, mais on y va de plus en plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des systèmes qui sont capables d'aller comprendre, tu vois, ces subtilités, de comprendre des blagues, de comprendre des calculs où il y a une différence où tu as deux questions en une. C'est pas le cas c'est intéressant parce que on parle de ça, c'est pas du tout le cas des assistants. Quand aujourd'hui tu poses une question à Siri, il faut se rendre compte que Siri, je prends le cas de Siri que je connais bien, mais c'est la même chose pour les autres. En fait, au pire, tu as deux échanges. On te pose une question, Siri te dit j'ai besoin d'un complément, soit il n'a pas compris, soit il te dit, par exemple tu dis allume la lumière, et il te répond dans quelle pièce, tu réponds la pièce, c'est fini, ça va pas plus loin. Il y a, et on en parlait juste avant, moi j'ai eu la chance de travailler dans une boîte qui s'appelait X-Brain, et qui a été cofondée par Grégory Renard. Grégory Renard, à Silicon Valley, on l'appelait l'homme qui murmurait à sa voiture. Lui, il avait fait un système d'agent conversationnel dès 2012, et il était capable d'avoir des discussions qui duraient presque 1 heure avec sa voiture. C'est vraiment un véritable échange. Mais c'était au prix d'un travail et d'un travail derrière technologique phénoménal. Aujourd'hui, il n'y a personne qui veut ça. Aucun de ses assistants ne veut ça. Ouais. Votre avis pour le futur, quand on voit la pavée dans la mare Damien Christophe qui a représenté ChatGPT lorsqu'il a débarqué et qu'il a fait peur notamment à Google, quand on voit l'empressement de Microsoft aujourd'hui pour l'intérêt à Bing notamment, est-ce que ça peut être un élément aussi pour faire rendre plus intelligents et plus conversationnels les assistants vocaux? En tout cas, c'est ChatGPT, donc basé sur les modèles de OpenAI. C'est plutôt en fait une impression d'intelligence, parce qu'en fait ce sont des intelligences artificielles en fait qui vont générer le prochain mot et puis le prochain mot et puis le prochain mot. Donc c'est un petit peu deviner de la façon la plus logique possible le prochain mot de la phrase en fait qui va être dite par l'intelligence artificielle. Donc c'est pas les mêmes mécanismes en fait qu'on demande à un assistant comme celui de Sonos ou comme Siri. On peut venir sans doute en fait étoffer un petit peu la conversation de ces assistants au travers des technologies, par exemple d'OpenAI, mais en soi, en fait, on ne demande pas à OpenAI de venir allumer le Sonos ou d'OpenAI de venir allumer aussi la lumière, par exemple, dans une maison. Ce sont des usages complètement différents. Et donc voilà, mais effectivement, très certainement que donner une apparence d'intelligence supplémentaire, oui, pourquoi pas, oui, effectivement. Oui. Certes, mais ça pourrait être complémentaire. Je ne sais pas, Damien, pour enrichir justement la capacité à répondre à certaines questions plutôt que de renvoyer sur Google, comme le fait aujourd'hui Siri, la plupart du temps. Oui, ou c'est pire que ça, Siri qui vous renvoie sur regarde les liens que je t'ai envoyés sur ton iPhone, alors que l'iPhone il n'est pas à côté de moi et je voulais juste qu'il me réponde en fait. Donc surtout qu'il répond à certaines des questions. Surtout il y a certaines des questions qu'elle y répond, donc des fois il n'y a pas de raison de. On peut pas aussi. On a fait la test. Regardez l'émission la semaine dernière, on est devenu fous. Non mais on est d'accord. Non mais justement c'est pour ça. C'est bien cette question-là de base qui est cette notion de déception que l'on a. Et je sais déjà, avant même de faire une conversation, si déjà ça marchait bien, ce serait une bonne chose. Ça, c'est un premier point. Après, la conversation, c'est la couche en plus qui donne cette sensation de se dire, on a une sensation effectivement de réduire encore ce niveau de frustration qui est que quand je demande, moi, dans la même phrase, éteins les lumières du salon et de la cuisine, il est infoutu de faire la cuisine. Il va faire que le salon. Donc déjà ça permettra de réduire ce niveau de frustration. Après, est-ce qu'on a envie d'avoir Heure du film éponyme? C'est une question. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Et autre élément, je pense même que, dans le fond, je me pose même la question de la pertinence d'une logique de conversation avec ce type d'assistant versus donc une approche à la Sonos qui est très ciblée et on sait qu'elle va marcher et elle est robuste. J'ai pas la réponse là-dessus, mais c'est une vraie question qu'on peut avoir. Maintenant, ce qui est clair, c'est que ChatGPT a permis à nouveau de répondre à ce dont je parlais tout à l'heure, cette notion de fantasme, d'imaginaire,
de la machine qui nous répond et qui semble nous répondre de manière intelligente. Oui, je pense que pour certains, pour des grands geeks comme nous sommes, ça nous fera plaisir. Pour le commun des mortels, je suis pas sûr. Bien, ce sera le mot de la fin. On termine cette émission chaque semaine par une tradition. Ce sont bien sûr les coups de cœur. Les coups de cœur, et on commence ensuite par Damien. J'ai déménagé il n'y a pas longtemps et donc j'ai dû acheter une voiture et dans cette voiture il n'y a pas CarPlay et donc j'ai cherché un système pour pouvoir avoir CarPlay parce que je n'ai pas envie d'avoir. Tu n'as plus ta Smart. Elle date de quelle année ta voiture? Je n'ai plus. Alors elle est 2014. Elle a un outil intégré, on va dire Fiat. Enfin c'est une Alfa Romeo. Mais dans cette version-là, ce n'était pas mettable en jour pour CarPlay. La version suivante le pouvait. Donc j'ai cherché une solution et je l'ai trouvée. Ouais. J'ai trouvé une solution. La voiture n'est pas vieille, elle est 2014. J'ai trouvé une solution. C'est une solution italienne qui s'appelle EMG Custom. C'est une boîte italienne qui développe des boîtiers pour plein de marques, pour du Citroën, du BMW, du Jeep, du Chrysler, du Alfa Romeo, donc, et ainsi de suite. Et pour toutes ces voitures qui ont un outil, on va dire multimédia dans la voiture, mais qui n'était pas suffisamment avancé à l'époque pour pouvoir recevoir CarPlay, parce que CarPlay n'existait pas, eh bien, vous rajoutez ce petit boîtier, vous le connectez et bam, magie, d'un seul coup, vous avez CarPlay sans fil dans la voiture. C'est-à-dire sur l'écran intégré sans besoin de rajouter des écrans, des choses comme ça. En fait, par un petit bouton, vous basculez sur leur boîtier à eux qui en fait va émuler de l'Android Auto ou du CarPlay, les deux en même temps, et vous allez pouvoir avoir toutes les fonctionnalités. Et si vous voulez après revenir au système initial, vous le pouvez sans aucun problème. Super, merci Damien. Laurent, de ton côté? Alors de mon côté, j'étais il y a quelques jours chez mon ami, chez mes amis Mylène et David, et j'ai trouvé un petit rond blanc posé sur leur serrure, quoi. C'est l'heure de l'apéro, ça me met en appétit. Non, mais c'est pas une pastille à avaler. Non, mais c'est intéressant. C'est Philips Hue qui a sorti juste un bouton avec une fonction. Donc avant, celui qu'on avait... Ça s'appelle un interrupteur. Ouais, mais non, avant on avait ça. Merci Damien. Chez Philips, on avait ça. Okay, on avait le bouton avec les 4. Alors c'est marrant parce que c'est la... des commandes, ouais. Non, mais c'est la taille des interrupteurs américains. Aux États-Unis, le format du bouton américain est comme ça et c'est un bouton qui pivote, qui bascule. Switch. Ils ont fait ça sous forme de télécommande. Alors c'est assez intelligent. Hein. Ils l'ont fait sous forme de télécommande. Et ils le font toujours. Il y a 4 boutons que tu peux programmer soit dans l'application Philips Hue, soit dans HomeKit, Home, l'application Home, et programmer. Ben maintenant, ils ont sorti une version où tu as au format européen, et surtout ce que je trouve génial, c'est que tu peux le mettre n'importe où. Donc soit tu peux le coller à un endroit qui est magnétique, soit tu peux le mettre avec un petit autocollant. Ça coûte 22 €. Attention, c'est pas HomeKit, il faut Philips Hue pour pouvoir le relier à HomeKit. Mais voilà. Et voilà, c'est un super. En tout cas, ils évoluent. Hein, et on sait qu'il y a aussi, tu nous avais montré des solutions de Legrand aussi qui faisaient ça. Génial. C'est génial. J'en ai acheté, j'en ai collé un sous mon bureau. J'appuie, ça m'éteint tout mon bureau. Christophe, de ton côté, ton coup de cœur cette semaine? J'ai pensé à vous la dernière fois en soirée dans mon canapé. Ah bon, mince. Oula, je m'inquiète. Oui. Non, je me suis dit, en fait, ça fait un bout de temps que je regarde une série sur Apple TV+, qui s'appelle Servant. Et on en est à la 4e saison. Et très franchement, j'aime trop cette série. Là, pour le moment, en fait, il n'y a pas encore tous les épisodes de la 4e saison. Et je me suis dit, il faut absolument que je leur en parle. C'est une série qui est à la limite de l'épouvante malgré tout. Donc moi, j'aime bien les films d'horreur. Et franchement, les acteurs à l'intérieur sont topissime, comme dirait Laurent. Il y a Lauren Ambrose, il y a Toby Kebbell, il y a Rupert Green qui a joué le rôle de Ron dans Harry Potter, mais qui a vieilli aujourd'hui, mais qui joue super bien. Et il y a Nell Tiger-Free, qui est l'héroïne principale, on va dire, qui vient d'Angleterre. C'est vraiment top. C'est en 4K. En Dolby Vision et Dolby Atmos. Et en Dolby Atmos, c'est une tuerie. Je l'écoute sur justement ma barre Sonos avec les enceintes qui vont bien pour faire du Dolby Atmos. Et franchement, c'est une tuerie. Je voulais le partager avec vous. Merci Christophe. Il faut préciser quand même que cette émission n'est en rien sponsorisée, bien entendu, par Sonos et qu'on les a invités après. Toi, tu les adores. Il faut quand même dire que. Je les adore, mais j'aime bien leurs produits. Mais voilà. On peut dire du bien. Voilà, moi, il y a un truc qui m'énerve chez Sonos, c'est que j'aimerais que lorsque je rentre dans une pièce, mon cher Joseph, et qu'il me demande sur je lance l'application. Alors maintenant, on peut le faire avec la voix, mais que je lance l'application, j'aimerais qu'il me propose automatiquement de lancer la musique sur l'enceinte qui est la plus proche.
Merci pour la suggestion, Joseph. Voilà, ça me semble. Je sais pas. Alors, si vous pouvez me faire ça, Joseph, ce serait super. Justement, Joseph, quel est votre coup de cœur cette semaine? Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est quand la technologie dépasse un peu le plafond de verre, de ne plus être de la techno pour geek, mais vraiment de la techno qui est accessible et fiable pour tout le monde. Donc là, on parlait du petit bouton Philips Hue. Il y a une révolution dont vous avez probablement déjà parlé, qui est le protocole Matter, qui est en train d'avancer, donc qui avance depuis plusieurs années, mais là qui devient de plus en plus réel. Donc là, c'est un protocole qui va mettre d'accord tous les objets connectés dans la maison et qui vont parler à peu près le même langage et seront contrôlables depuis tous les écosystèmes de contrôle. Donc ça, c'est vraiment une lame de fond qui m'intéresse énormément et qui, pour moi, va nous faire en sorte que le smart home soit quelque chose qui soit vraiment accessible pour tout le monde, alors qu'aujourd'hui, c'est encore un peu un fantasme. Et on attend, on est impatient pour permettre enfin cette interopérabilité qu'on appelle de nos voeux entre les différents standards. De même qu'il y a différents assistants vocaux, il y a Alexa, Google, HomeKit d'Apple et Zigbee, il y en a des dizaines. Et que pour développer autre fantasme, les objets connectés qui se généralisent dans notre quotidien, c'est un passage obligé. De mon côté, regardez, qu'est-ce que c'est? Je l'ai là. Il est énorme ce coup de cœur. Qu'est-ce que c'est à votre avis? Ce magnifique jerrycan. Alors c'est quelque chose pour faire le plein de données, c'est le nouveau SanDisk G-Red Shuttle 4. Le tout en Thunderbolt 3, c'est vraiment un produit pour les pros de l'image, comme notre pote de prod avec Clean Production, on a vraiment besoin d'archiver énormément de vidéos. Donc si vous êtes un pro de l'image du son, c'est ce qu'il vous faut. Si vous cherchez une solution RAID d'archivage, il peut accueillir jusqu'à 4 baies de 4 disques durs qui se logent chacun dans un tiroir, pouvant stocker jusqu'à 80 Tera de données. Et en cas de panne, ce qui est pratique en RAID 5, il suffit d'éjecter un disque et le remplacer par un neuf pour que le RAID soit automatiquement restauré. Nous l'avons donc adopté pour archiver nos images. Tous nos projets dans Refait le Mac et tout ce qui est fait ici dans les studios au Village Bastia est stocké sur ce type de produit. Et puis on aime tout simplement son design, tout ça marrant, de le mettre à côté d'un Mac. On n'a plus besoin de cacher son gros disque dur et c'est vraiment indispensable aujourd'hui de pouvoir archiver des données. Je discute souvent avec des youtubeurs qui me disent je ne garde pas mes archives, mais gardez vos archives, c'est la richesse de vos chaînes. Et alors ça coûte un peu de sous, mais il y a des solutions plus accessibles, mais achetez des solutions RAID pour archiver vos données et faites en sorte qu'en cas de problème, vous pouvez les retrouver parce que le RAID conserve, si vous êtes en RAID 5, vos données. Ouais. Voilà, c'est la fin. Oui. Et faites des backups surtout parce qu'en fait, RAID ne veut pas dire en fait backup. Donc c'est pas la même chose parce qu'on supprime son fichier sur du RAID, il disparaît quand même. Donc ça s'appelle, j'ai déjà oublié le nom, le SanDisk Professional G-Red Shuttle 4 et le tout se connecte en Thunderbolt 3 sur votre Mac. Voilà, c'est la fin de cet épisode d'On refait le Mac. Merci encore de l'avoir suivi et merci encore pour votre fidélité de nouveau. Les amis, n'oubliez pas, c'est important pour nous, le Club RLM. Abonnez-vous, la boutique, n'hésitez pas à nous soutenir en vous habillant aux couleurs ou en décorant vos intérieurs aux couleurs d'On refait le Mac et désormais d'On refait le Pop. Merci encore pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission. Une nouvelle fois, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube, vous allez recevoir une petite notification en cliquant sur le petit bouton et puis n'oubliez pas, le petit pouce, ça fait toujours plaisir. À la semaine prochaine. Au revoir.